campus Madine Réunion avec le projet Innovae et monsieur Data Scientist Dimitri Payet. Donc voilà, comme on a fait une partie ce matin, c'était vraiment la partie Smart Energy, donc c'était bien, il y avait pas mal de pays en plus représentés, pas mal d'accents en tout cas. Qui était là à présenter à différents horaires. Donc on sait que c'est un petit peu tôt pour l'Europe, c'est un petit peu tôt pour certains pays d'Afrique. Voilà, il y en a qui ont fait comme ils réveillent très tôt, ils sont pas trop rasés, mais bon voilà, chemise ouverte, tranquille, hein, Douglas, hein, comme à la maison. Eh ouais, t'es là, c'est le principal. Donc voilà. Ravi, donc on passe une partie Smart Energy ce matin. Voilà, on va partir sur une autre version des Smart Technologies pour ce premier Smart Summit vendredi 22 mai. Notre ami et partenaire également, Innovae, Dimitri Payet. Donc, comme on dit chez nous, allons fait péter. Allons, monsieur. Jim le chef. Ouais, vous êtes prêts? On y va. Allez, go. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran en plein? Oui. Super, alors. Eh bien, let's go. Je m'appelle Dimitri Payet, je fais beaucoup de recherches et je suis un développeur depuis 1995. Donc, comment je peux me décrire? On va dire que je parle mieux le langage informatique que le langage humain. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour commencer, c'est dit. Donc, je me suis improvisé éditeur logiciel indépendant, c'est-à-dire que j'ai imaginé deux solutions différentes, mais en même temps qui s'assemblent, et je suis basé à La Réunion. Donc, je vends mes services de chercheurs et de développeurs expérimentés à qui on a besoin, en fait, tout simplement. Je suis spécialisé dans tout ce qui dit la science des données. Donc, je récupère des données, je transforme des données, je réinjecte, j'analyse et je fais des prédictions. J'automatise des processus métiers. Et sinon, on va dire que pour améliorer le chiffre d'affaires, je fais du dev au sens large. Donc, je touche à peu près à toutes les couches dans le développement. Donc, finalement, je m'adapte. D'accord. Donc, je maintiens deux plateformes, MonDB Weak et MonDB Strong. Donc, c'est deux choses qui sont différentes, mais qui s'assemblent quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie du nom qui se ressemble et les deux fins de nom se différencient. Weak pour parler d'intelligence artificielle faible et Strong pour parler d'intelligence artificielle forte. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes objectifs, mais voilà, donc les deux portent à peu près le même nom, à savoir que MonDB Week va un peu plus loin que tout ce qui parle d'intelligence artificielle, puisqu'en fait, c'est une plateforme de développement complète pour faire de la data science au sens large, pour créer des applications, pour automatiser des tâches, et ce n'est pas juste un système pour faire de l'intelligence artificielle. Voilà. Mais comme il y a de l'IA des deux côtés et que mes recherches sont fortement orientées sur tout ce qui dit IA de type symbolique, c'est pour ça que MonDB reste. Donc, du coup, j'ai gardé la connotation d'intelligence artificielle. Donc, pour deux objectifs, bien sûr, deux logiciels pour deux objectifs. Avec ce premier logiciel, qui me permet de me connecter à toutes les données d'une entreprise ou de plusieurs entreprises facilement, j'ai imaginé un système qui me permettrait de connecter l'intégralité de la planète ensemble et créer ce que je dirais un sous-internet d'échange de données où finalement les mécanismes d'échange sont suffisamment généralisés pour être simples. Voilà. Donc, j'espère atteindre ce que moi j'appelle la Smart Earth. Vous avez entendu parler sûrement des Smart Cities. Pour moi, une Smart City, c'est une marche d'escalier. L'arrivée en haut, pour moi, c'est toutes les Smart Cities ensemble. Et là, on peut bénéficier finalement du maximum d'optimisation, en fait. Voilà. Donc, MonDB a été créé pour cet objectif. Donc, faire en sorte de connecter tous les logiciels d'une entreprise ensemble, connecter toutes les entreprises ensemble d'une ville, connecter toutes les villes ensemble, et finalement, on obtient une Smart Earth. Voilà. Pour vraiment bénéficier du maximum d'optimisation. Donc, mon deuxième projet, MonDB Strong,
Je suis ici dans un tout autre monde parce que je tente de déclencher une machine qui pense. Donc, avec bien sûr toutes les conséquences qu'il peut y avoir à développer ce genre d'outil. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au stade de conséquences trop conséquentes. Donc, pour l'instant, ça va. Mais viendra un moment où je vais commencer à me poser des questions beaucoup plus compliquées que ce que je suis en train de faire là. Donc, je veux déclencher cette machine pour faire bénéficier à l'humanité, on va dire, de plus d'optimisation, mais grâce à de la réflexion automatisée. Voilà. Donc, mon but n'est pas de remplacer l'humanité par une machine, mais une réflexion automatisée qui fonctionnerait 24 heures sur 24 avec une puissance de calcul de plusieurs pétaflops, c'est sûr et certain que ça va nous produire des choses très intéressantes. Donc, mon objectif, c'est ça. Et j'écris cette machine pour tenter de créer un assistant de recherche, en fait. Voilà. J'écris pas cette machine pour remplacer celui qui conduit le bus. Je le fais pour vraiment assister les chercheurs dans leur labo. Donc, c'est une machine qui commence à être douée de certaines fonctionnalités de conscience, d'émotion, de libre arbitre. Donc, 3 sujets, tous les 3 aussi compliqués et dangereux les uns que les autres. Je ne suis pas encore à ce stade-là de dangerosité, mais ça commence à devenir intéressant. Et du coup, si vous êtes là dimanche, on en reparlera. Donc, mon premier objectif avec mon DB Week, du coup, c'est d'atteindre cette fameuse Smart Earth. Donc, pour cela, j'ai créé un langage de programmation qui est différent de ce qui existe aujourd'hui. Et je l'ai appelé le MQL. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai rigolé quand j'ai vu MQL. Je pensais vraiment que tu allais sur mon site, mais voilà, c'est parce que le langage que j'ai inventé s'appelle le MQL. Et ce langage, il est particulier, c'est-à-dire que quand vous êtes un développeur et que vous créez des applications, les codes que vous créez restent sur une machine, sur un ordinateur, sur ce qu'on appelle un serveur, et ces codes sont exécutés sur ce serveur-là. Dans le langage que j'ai créé, c'est un peu, vous pouvez faire ça bien sûr, mais il y a la possibilité où si vous mettez un tunnel devant le code va s'exécuter sur une machine distante. Bien sûr, il y a tout un mécanisme de sécurité qui est en place pour ne pas permettre de faire n'importe quoi. Mais si quelqu'un a des droits, grâce à ce langage de développement, vous pouvez coder, imaginons que vous avez 300 machines dans votre parc, et vous voulez déployer une solution, vous déployez sur une seule machine, et cette seule machine va prendre le contrôle des autres machines, comme si les codes étaient sur les autres machines, et c'est elle qui va demander l'exécution à distance, en fait. Et du coup, vous contrôlez absolument tout votre système depuis un seul poste, si vous en avez les droits. Donc, c'est un langage qui est ultra volatile, et c'est ça sa force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, on échange beaucoup de la donnée. Donc, chaque entreprise expose sur le web des portes qui lui sont propres et permet à d'autres entreprises de faire des actions en interne ou de venir récupérer des informations. Voilà. Mais ça reste quand même de l'échange de données. Le MQL est un peu plus puissant que ça, puisque vous pouvez non seulement échanger de la donnée, mais juste avec cette histoire de tunnel, vous pouvez carrément contrôler les processus métiers. Donc, sur un ordinateur A, vous pouvez développer un process qui fait une action en local, mais si vous mettez un tunnel dessus, il va s'exécuter sur la machine d'à côté. Donc, finalement, ça va beaucoup plus loin que l'échange de données, ça va jusqu'à l'échange de processus métiers. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mécanisme, parce que pour atteindre la Smart Earth, il ne suffit pas d'échanger que de la data, il faut aussi échanger de l'intelligence. Et c'est pour ça que mon DB Week, il est puissant pour ça. Donc, un seul langage de programmation pour contrôler l'ensemble des données d'une ou plusieurs entreprises. Donc, un autre souci aussi en entreprise, c'est qu'on se retrouve avec 17 langages pour monter une solution. Et ça, c'est pénible. Du coup, avec ce langage, le MQL, eh bien, vous codez qu'en MQL, et c'est lui qui se charge, grâce aux API, d'aller contrôler tout le reste, en fait.
Donc, un langage où tout ce que vous programmez est automatiquement apaisable. Alors aujourd'hui, lorsque vous développez quelque chose avec des langages de programmation, vous obtenez une machine qui fait une action, mais cette action n'est pas exploitable de l'extérieur. Il faut toujours qu'un développeur revienne et rajoute une couche, ce qu'on appelle d'apaisation, au-dessus de cet atome fonctionnel, en fait. Voilà. Eh bien, grâce à MondeDB, c'est fini. Vous n'avez plus à demander à vos développeurs de venir recréer par-dessus des couches d'API pour donner la possibilité à d'autres personnes d'une autre entreprise de venir passer des ordres chez vous. Imaginons que vous êtes fournisseur et que vous êtes fournisseur de bière. Vous voulez donner à tous vos clients la possibilité de se connecter via Internet et de passer commande directement dans votre système d'information. Eh bien, vous n'avez pas de web service à développer. Parce que tout ce que vous créez sur MondeDB, dès que vous enregistrez dans un script, ça devient automatiquement une API. Donc, personne ne peut aller plus vite que ne pas développer, tout simplement. Donc là, vous gagnez du temps. En gros, je peux monter un web service en 5 secondes. Peut-être même moins, en fait. Le temps de faire un script create, valider, et c'est fait. Parce qu'en fait, vous créez n'importe quoi, n'importe quelle action informatisée, eh bien, au moment où vous l'avez enregistré dans le système, il devient une API. Il vous reste juste à donner des droits sur cette entité et vos utilisateurs extérieurs peuvent venir s'y connecter et traiter exactement ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas donner des droits supplémentaires. Enfin, un utilisateur extérieur ne peut pas s'octroyer des droits supplémentaires qui ne lui a pas été donné, en fait. C'est verrouillé bien comme il faut. Donc, c'est d'une part une généralisation des API permettant l'échange des données, parce que aujourd'hui, lorsque deux entreprises veulent s'échanger des données, les deux se créent leur propre porte et ça ne se ressemble pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, avec MondeDB, les deux portes, ce sont les mêmes. Donc, c'est encore plus simple d'échanger de la data. Comme je vous disais tout à l'heure, la généralisation de ces API, c'est important, mais ça va encore plus loin que ça, parce que je peux échanger finalement des processus métiers en entier, directement entre serveurs MondeDB. Donc ce sont des jumeaux copains, enfin, on va dire. Et ça, c'est très puissant. Donc les effets majeurs d'un tel langage sont bien sûr l'accessibilité, parce que finalement, ça rend toutes les datas de votre entreprise accessibles et sécurisées. La simplicité, parce que là, vous n'avez pas à coder 600 lignes de code pour faire une action, une dizaine vous suffit. Et la sécurité, par défaut, le système est crypté avec tous les algorithmes type X509 standard, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, rien n'est lu sur le réseau en clair. Les données sont vues comme si elles étaient dans une seule et unique base de données. Et donc, les contraintes réseau sont abolies. Donc, imaginez, ici, vous avez 4 serveurs MondeDB sur un réseau avec, liés entre eux avec des flèches rouges, et vous avez un deuxième réseau qui est séparé avec des flèches vertes en dessous. Eh bien, même si les fichiers Excel, les feuilles Excel sur l'ordinateur de la secrétaire, les serveurs qui travaillent avec des fichiers à distance, même si toutes ces machines ne sont pas forcément sur les mêmes réseaux, c'est-à-dire que là, vous avez le réseau rouge et le deuxième réseau rouge, eh bien, juste en faisant une passerelle, les serveurs MondeDB peuvent se communiquer entre eux et récupérer les informations d'une base de données, les rapatrier ici et les afficher dans un chatbot. Ce serveur MondeDB qui est ce cluster, c'est-à-dire que vous pouvez monter des serveurs MondeDB en cluster, donc faire de la haute disponibilité et faire du calcul intensif ou créer des applications clusterisées complètes, en fait des applications web, ou exposer à d'autres entreprises dans un cluster des web services. Donc, ce serveur-là peut prendre le contrôle de celui-là pour récupérer qu'est-ce qu'il y a dans une cellule sur la feuille Excel de la secrétaire. Et si dans cette cellule, c'est écrit 25, par exemple, eh bien, il va prendre le contrôle de celui de la base de données, et il va récupérer les datas et le transférer par mail.
Donc, c'est le genre d'action que MongoDB permet de faire. Donc, de créer des applications web, de créer des chatbots, d'exposer en automatique tous les scripts que vous avez créés sur les MongoDB. Ça permet de rompre avec, d'abolir la contrainte réseau. Donc, finalement, c'est comme si toutes les données de l'entreprise faisaient partie d'une seule et même base de données. Tout devient accessible facilement de manière sécurisée, à condition que l'utilisateur qui demande a bien les droits. Donc, MongoDB Week permet finalement le rassemblement des données, l'organisation, l'analyse, la coordination des processus en toute sécurité. Et c'est exactement ce qu'il faut pour atteindre mon objectif finalement, atteindre la Smart Earth. Donc, plus techniquement, MongoDB est basé sur une architecture SOA, donc de type Service Oriented Architecture. On va dire que tout ce qui est fait sur MongoDB devient automatiquement RESTful. Donc, c'est du web service. Vous créez un script, c'est du web service. Celle-là aux disponibilités, vous pouvez monter des clusters MongoDB. Dès qu'il y a un nœud dedans qui tombe, le client, il ne le saura jamais, le nœud est expulsé du cluster et le reste des nœuds continue à travailler. C'est un système qui possède des fonctionnalités ETL avec 22 API disponibles. Donc, ce sont des API standards, fichiers Excel, fichiers texte, CSV, envoyer des mails, récupérer des mails, tout ce qu'on a vu tout à l'heure là. Lire, alors, je vais parser un peu, lire des fichiers JSON, des fichiers Excel, des fichiers XML, créer des fichiers PDF, des fichiers texte, Excel, Word, transférer des fichiers à distance sur des serveurs via un protocole qui s'appelle FTP ou FTPS, aller lire dans des bases de données SQL, des IP des fichiers ou zip des fichiers, lire ou créer des pages HTML, écouter dans un dossier et dès qu'il y a un changement ou un ajout ou une suppression de fichiers, un message est envoyé. Du coup, il y a des jobs qui sont déclenchés sur le serveur MongoDB. Aller récupérer des fichiers sur des portages Windows, aller récupérer des fichiers sur des Linux et OS X, aller parser des pages web sur Internet et récupérer de la data, aller exécuter des commandes OS, par exemple pour savoir quelle est la quantité de processeurs utilisée maintenant, appeler des web services de type SOAP, exécuter des commandes dans des clusters, envoyer des mails, récupérer des mails avec les deux protocoles. MongoDB permet de faire du chatbot en automatique, de créer des applications web. Alors, créer les applications web, à savoir que normalement, sur les navigateurs, on peut travailler avec ce qu'on appelle de l'Ajax. C'est-à-dire que l'Ajax, c'est des codes JavaScript qui permettent de se connecter à distance via web service pour récupérer de l'information sans que l'utilisateur le voie. Voilà. Eh bien, cette technologie, je l'ai intégrée dans MongoDB. Et du coup, vous développez totalement en MQL dans le langage de manipulation de la donnée et vous créez vos pages web et l'utilisateur peut manipuler les données. Imaginons que vous avez une table dans une base de données SQL, il y a 200 champs dedans. Eh bien, en moins de 3 secondes, il vous génère 50 000 lignes de code qui vous permet de finalement créer un listing, venir ajouter un élément dedans, modifier, supprimer, voilà. Donc tout ce qui dit opération CRUD en fait, hein, donc create, read, insert, update, enfin ajouter et modifier des éléments. Ok, tout ce que vous faites est automatiquement RESTful. Donc voilà, c'est une panoplie d'API, on a 22 dedans. MongoDB, c'est aussi un mécanisme qui permet de déclencher des jobs, des travaux en fait. Donc vous avez un script qui fait une action particulière, eh bien vous pouvez dire que tous les soirs à 20h, déclenche-toi et fais le job. Donc tous les soirs, le script peut par exemple aller se connecter sur une base de données SQL, récupérer dans votre stock la quantité de palettes de bière qu'il y a dans votre stock, et si elle est inférieure à 20, eh bien, automatiquement, elle peut prendre l'initiative d'aller se connecter sur les API de votre fournisseur et aller passer commande. Et ce genre d'action-là vous pouvez avoir pour une vingtaine, une trentaine de lignes de code.
Alors que si vous voulez faire ça avec d'autres langages, il vous faut énormément de lignes de code pour gérer une telle action. C'est ça la puissance de MongoDB. Donc, ESB, Enterprise Service Bus, en fait, vous avez la possibilité de traiter des processus métiers dans le temps. C'est-à-dire, bon, à 20 heures, tu te déclenches, mais vous pouvez aussi envoyer une demande d'exécution avec les informations d'entrée. Par exemple, imaginons que vous avez une base de données qui va recevoir les commandes de stock. Eh bien, une commande de stock, c'est quoi? C'est un ID de produit, une quantité de produit, et un prix ou quelques autres informations, mais on va dire la quantité et un ID. Eh bien, vous pouvez envoyer, vous pouvez demander à tous vos clients d'envoyer directement dans la stack leur demande de commande. Donc, il y a l'ID de la commande, il y a la quantité de commande et le script qui va être exécuté. Eh bien, ces informations-là vont être stockées dans le système MonDB et MonDB va retourner à l'utilisateur un ID de process. Et quand il aura le temps, il va le faire. Du coup, vous êtes sûr que jamais votre processeur va exploser parce que il y a 50 process qui tournent en même temps. Là, vous pouvez vraiment gérer et tamponner, en fait. Et ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez mettre des conditions. Donc, par exemple, vous dites je passe commande, voilà. Et le système, lui, quand il récupère la commande et qui se déclenche, il va vérifier une condition et se dire bon, si cette condition est vraie, alors je traite le process. Mais si la condition est fausse, eh bien, je vais décaler la date d'exécution du process de 5 jours, ou d'une semaine, ou d'un mois, ou de 10 minutes, voilà. Vous pouvez paramétrer comme ça, et du coup, MonDB devient un bus d'information où vous balancez, tôt ou tard, vous inquiétez pas, il va faire le boulot. MonDB permet aussi de faire du machine learning. Donc pour l'instant, je ne gère pas les images, mais je ne gère que la data texte, on va dire, hein, numérique, texte. Donc pour faire du deep learning dessus et entraîner des réseaux de neurones à repérer des patterns et finalement verrouiller un réseau de neurones. Et c'est intéressant puisqu'en fin de compte, chaque script qui est créé avec MonDB possède des variables d'entrée et retourne quelque chose. Donc, si vous placez au bon endroit des capteurs dans MonDB, vous pouvez alimenter une base de données et grâce à cette base de données-là, vous pouvez entraîner un réseau de neurones. Du coup, même s'il n'y a pas de logique entre le script de départ et la fin du script, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe au milieu, le réseau de neurones va se verrouiller et sera capable de vous donner finalement une prédiction sur les valeurs qui arrivent en entrée. Donc, c'est le genre d'action que vous pouvez mettre facilement en place avec MonDB. Tout ce qui dit machine learning, vous pouvez faire du pathfinder. Donc, là est la manière de retrouver les meilleurs chemins, le chemin le plus court. Faire du clustering, repérer des groupes d'individus dans de la data. Et quelques autres algorithmes qui tournent autour de la régression ou des réseaux bayésiens. Donc, MonDB permet aussi de créer des applications web. Donc, comme je vous disais, vous développez en MQL, et c'est le MQL qui va vous générer de l'Ajax côté client, et vous n'utilisez pas de web service. Et ça, c'est puissant aussi, parce qu'en fin de compte, dès que vous utilisez de l'Ajax, vous êtes obligé de mettre en place des web services. Alors que MonDB, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le protocole HTTP qui est en dessous, pour pouvoir soit retourner une page web, soit retourner du JSON. Et grâce à ça, finalement, je n'ai plus besoin à gérer de sécurité quand je fais appel à des web services. Je sais que si ma session est connectée, forcément, tous mes web services peuvent passer. MonDB, DB pour database. MonDB, c'est une base de données. Donc, c'est une base de données NoSQL que j'ai développée de type key-JSON. Donc, vous avez une clé et derrière, il vous retourne un JSON. Cette base est à votre disposition. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est complètement acide. Si vous cassez le serveur à n'importe quel moment, vous le remontez, il remonte ses blocs tout seul. Voilà. Donc l'intégralité de ces fonctionnalités
se trouve dans ce langage unifié que j'ai appelé le MQL. Voilà. Vous contrôlez tout ça en même temps. C'est pour ça que c'est dur à comprendre ce que c'est MongoDB, c'est parce que c'est plusieurs choses et c'est l'intégralité de ces plusieurs choses qui forment finalement la force et qui permet l'atteinte finalement de cette Smart Earth. Parce que c'est ça mon objectif, c'est d'écrire un langage universel de la donnée. Le système dispose aussi d'une interface de programmation que j'ai mis au point. Alors, la Smart City, la cité du futur. Carrément. C'est sûr que l'avenir sans la Smart City, ça va être compliqué. Sinon, Dame Nature va revenir vers nous et on va se prendre des claques. Ok. Mais alors, pourquoi la Smart Earth? Parce que la Smart City, pour moi, c'est insuffisant. Si vous êtes dans une ville et que les villes d'à côté ne pratiquent pas la Smart City, soyez sûr que tôt ou tard, les interférences vont se faire entre les villes d'à côté qui respectent rien du tout et votre ville que vous essayez de construire les choses. Donc, oui, ça va être efficace, mais jamais vous n'obtiendrez l'optimisation maximum, en fait, si tout le monde autour ne le fait pas. Donc, pour se lancer dans la Smart City, finalement, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut que ces 4 villes-là s'y mettent aussi. Et soyez sûr que si ces 4 villes-là s'y mettent et que lui s'y met aussi, là, les optimisations seront maximum. Parce que les villes d'à côté ne viendront pas corrompre les bons algorithmes de la Smart City centrale, en fait. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, on se rend compte que lorsqu'on connecte l'intégralité des villes ensemble et qu'on automatise des process, finalement, on obtient la Smart Earth. C'est la planète entière qui devient connectable. Et là, on obtient une optimisation qui est maximale. Si on regarde bien les choses, on se rend compte que techniquement, on est en train juste de créer un sous-Internet d'échange de données. Finalement, il devient simple et de manière généralisée, on a un outil qui nous permet de récupérer des datas à droite à gauche avec une facilité déconcertante. Et techniquement, moi, j'ai nommé ce truc-là le World Wide Data. Donc, un peu comme le World Wide Web, mais c'est une partie qui est dédiée à l'échange de la donnée. Et là, on va pouvoir faire non seulement de la prédiction à petite échelle au niveau de la ville, mais comme tous les serveurs sont connectés entre eux, si on a des droits, on peut savoir quelle est la quantité d'énergie qui est utilisée dans un pays en entier, à l'instant T. Et ça, c'est balèze. Là, on atteint vraiment toute la puissance de la Smart Earth. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre, on essaye de faire des prédictions à petite échelle, sauf que Dame Nature est en train de nous dire qu'il ne faut pas se charger que des petits, il faut se charger de la planète en entière. Et là, ça va nous aider. Donc c'est pour ça que je cours derrière ce rêve, c'est de monter un sous-Internet qui est dédié à l'échange de données, un World Wide Data. Finalement, on obtient la Smart Earth. Donc MonDB, c'est une machine qui est faite pour ça, et en plus, c'est open source. Donc quel est le meilleur moyen pour que les gens du monde entier puissent connecter leurs données entre eux? C'est de mettre le système en open source. Ça a été fait, et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de téléchargements qui viennent du monde entier. Et c'est super, que ça continue. Alors, en entreprise, comment ça se passe? Ça, c'est une entreprise pour laquelle je travaille, par exemple. Qu'est-ce que je fais? J'installe à chaque endroit stratégique de l'entreprise des serveurs MonDB pour accéder aux données. Donc, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a 2 réseaux séparés par des flèches vertes, donc un réseau rouge et un deuxième réseau rouge, et je les installe à des endroits stratégiques. J'aurais pu en installer un par réseau, mais la secrétaire a des feuilles Excel sur son ordinateur à elle, donc j'ai dû en installer un sur celui de la secrétaire. Voilà, il faut bien réfléchir à tout ça, mais une fois que vous avez intégré et démarré les serveurs, eh bien, c'est parti. Ça marche sous Windows, Linux, Mac. Je viens récemment de le tester sous BlackBerry. Donc, au fur et à mesure, j'étends les possibilités. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends aux entreprises? Je crée des applications collaboratives sur des données qui sont finalement accessibles et j'exécute des algorithmes. Mes tâches principales, ce sont ça. Donc, je viens ici, je crée des applications web,
j'affiche les données qui proviennent d'une machine ou d'une autre et de l'intégralité des données, puisque de toute manière, c'est comme si c'était dans une seule base de données. Et j'exécute des algorithmes. Donc parfois, je mets des capteurs ici, je mets des capteurs là, je mets des capteurs là, et j'enregistre de la data. Et quand je suis prêt, quand j'ai suffisamment de données, je me permets d'aller me connecter avec, d'aller entraîner des réseaux de neurones et je montre ce que c'est faire ces réseaux de neurones, à quel point c'est puissant et qu'ils peuvent finalement prédire des choses à l'avance. Donc, je suis en mesure, par exemple, juste avec de la data, de verrouiller des réseaux de neurones et prédire dès la création d'un contrat, en fonction de l'âge, en fonction de plein d'informations que le client va donner lors de la création du contrat, je suis en mesure de dire ah, celui-là, c'est un mauvais payeur. Avec une probabilité, bien sûr. Mais n'empêche que c'est balèze. C'est parce que c'est l'intégralité des datas et des capteurs que j'ai mis à gauche, à droite, qui me permettent de récupérer ces données et d'entraîner des réseaux de neurones. Tout ça dans un seul logiciel. Une fois que vous avez installé MondeDB, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger ceci, télécharger cela. Tout est dedans. C'est simple. Donc c'est un serveur qui est prêt à l'emploi et là, vous gagnez du temps. Si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Si vous gagnez du temps, vous gagnez de la disponibilité pour autre chose. Et ça, c'est bien. Donc, c'est un système que j'ai optimisé au maximum que j'ai pu pour essayer de consommer le moins de ressources possible. Si je veux monter une Smart Earth et que finalement mon système, soi-disant, il est là pour essayer d'améliorer les choses et qui prend une quantité monstrueuse de mémoire, une quantité monstrueuse de pourcentage processeur, alors que c'est une tâche bénigne, pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc j'ai mis vraiment un accent sur quand j'ai créé ce système, j'ai fait en sorte que euh, euh, les modules que j'ai utilisés n'ont pas été détournés. Par exemple, lorsqu'on a créé le protocole HTTP, c'était pour échanger des pages web sur Internet. Le protocole a été créé exprès pour ça. Au fur et à mesure, on a détourné le protocole et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce même protocole et on va échanger de la data avec. Donc super, ça marche, mais c'est pas aussi optimisé qu'un protocole que vous avez développé pile poil pour faire l'action pour laquelle il a été créé. Moi, j'ai mis l'accent sur ça. J'ai fait en sorte que chaque fonctionnalité qui est disponible dans MondeDB ont été faits avec des modules qui ont été programmés pile poil pour sa fonctionnalité avec le maximum d'efficacité. Voilà. Un exemple, mon protocole d'échange entre serveur MondeDB pour échanger juste de la data, avec la même quantité de data, je gagne 20% plus rapide qu'un protocole HTTP. Tout simplement parce que mon protocole il est optimisé pour échanger de la data, pas pour échanger des pages web. Donc là, on vient de voir ce qui se passe dans une entreprise, ce que je vends dans une entreprise en fait. Maintenant, vous voyez une ville et là-dedans, j'ai plein de clients. Qu'est-ce que je fais entre ces clients? Je vais beaucoup plus loin que l'entreprise en fait. Donc j'interconnecte ces entreprises entre elles. Donc là, vous avez une entreprise A, vous avez une entreprise B, C, D, voilà. Donc plusieurs entreprises. Je gère les droits, j'interconnecte avec des API, j'automatise des process entre entreprises. Donc, par exemple, vous avez le fournisseur de bière et le client. Le client, qu'est-ce qu'il fait? En temps normal, il se connecte Non, il vérifie dans sa base de données s'il y a des bières, s'il y a un stock de bière suffisant. S'il en a, il ne fait rien. Mais si le stock est insuffisant, alors il se connecte sur les web services du fournisseur. Le fournisseur regarde si dans sa base s'il a assez de produits. S'il a assez de bière, il dit oui, ok, je te réserve le truc. S'il n'a pas assez, il renvoie une erreur et du coup le client il reçoit l'erreur. Et bien ce genre de mécanisme-là, justement cet exemple que je vous donne là, il me faut, si j'ai les droits sur les deux serveurs et que les deux serveurs sont déjà installés, il me faut moins de 10 minutes pour mettre ça en place. C'est juste une requête SQL à vérifier ici. Un select, s'il n'y a pas beaucoup de champs bien sûr, un select, un insert,
Et ici, c'est juste un appel avec un cron, en fait, finalement. Un job qui va se déclencher tous les jours à 20 heures. En moins de 10 minutes, c'est fait. Donc, c'est le genre d'action qui va très, très vite. Mais si vous allez faire ça entre entreprises avec des langages plus classiques, vous en avez pour des jours. Alors que finalement, dès que les connectiques sont abolis, eh bien, dès qu'on travaille qu'avec de la donnée pure, finalement, eh bien, les choses sont beaucoup plus simples. Donc, je peux aussi mettre des capteurs chez un client, mettre un autre capteur chez un autre, mettre un autre capteur chez un autre, et faire des tests de prédiction entre 3 entreprises et savoir, par exemple, quand un client il passe chez moi, eh bien, il y a quand même 60% de chances qu'il passe chez l'autre, un peu rien. Donc, c'est le genre d'action que je peux lancer, et du coup, les réseaux de neurones peuvent se verrouiller et faire des prédictions. Je crée aussi des développements collaboratifs. Donc, je crée des applications web chez une entreprise qui, le client, quand il visualise le site web, il voit des informations, mais il ne sait pas qu'en fait, il y a une information qui vient de cette entreprise et une autre information qui vient de celle-là. Et c'est vraiment facile à mettre en place. Alors, MonDB Week, c'est un procédé généralisé d'échange de données. Week. Smart City, Smart Earth. C'est sûr que si vous voulez atteindre cet objectif, et de toute manière, on va y arriver tôt ou tard, la nature va ni obliger, on va dire. Il y a beaucoup de décisions politiques qui doivent être prises, et ça, c'est compliqué. Mais ça viendra au fur et à mesure. À La Réunion, il y a des projets de Smart City en place, et c'est super. Il faut que ça continue et il faut que ça grandisse. Pour moi, Smart City, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une marche d'escalier. Une deuxième, c'est une deuxième marche d'escalier. Mais pour atteindre la Smart Earth, il faut l'intégralité pour bénéficier du max d'optimisation. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis venu vous vendre un logiciel? Absolument pas. Il est open source. Donc, je ne vis pas des ventes de mon logiciel, et ce n'est pas mon intérêt. Je suis ici pour créer quelque chose de grand, pas pour ma pomme uniquement. J'ai besoin de manger, mais ce projet, ce n'est pas une histoire entre Jim et Jim, c'est une histoire entre Jim et beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis venu ici pour vous vendre un concept, celui de la Smart Earth, celui de monter un WWD, faire en sorte que l'intégralité des développeurs de la planète se mettent à échanger de la data de manière simple. Alors, Innovaï, c'est quoi? Et MonDB, c'est quoi? Innovaï, c'est la société que j'ai montée. Pour l'instant, c'est une société unipersonnelle qui me permet de manger. Si un jour j'ai l'occasion de grandir, je ne raterai pas l'occasion. Et voilà. Donc, on va dire que je commercialise des services autour de MonDB grâce à la société Innovaï. Donc, Innovaï est spécialisé dans la science des données, et j'ai mis au point MonDB, qui est un mélange de sciences, d'IT, de mathématiques, de statistiques, de connaissances métiers, de recherche et développement, de machine learning. Voilà. Alors, pourquoi MonDB? Mente du fait de mes recherches, bien sûr, sur le mentalé de Jerry Fodor. Donc, Jerry Fodor, c'est un psychologue américain qui a écrit une thèse en 1975, et je ne le connaissais pas avant 2012. Je me suis rendu compte, finalement, que ce que j'étais en train de rechercher, eh bien, il avait déjà écrit une thèse depuis bien longtemps, et donc ce papy m'avait largement devancé. Et comme je me suis rendu compte que ce qu'il faisait, c'était exactement ce que moi j'étais en train de chercher, il avait déjà appelé ce langage de la pensée, en fait, le mentalé. Il avait déjà appelé ça le mentalé. Du coup, j'ai récupéré, j'ai rendu à César ce qui appartient à César. Mente pour mentalé, et DB parce que je vois un cerveau humain comme une base de données. Nous enregistrons des choses, il se passe des choses et ça bouge à chaque instant. Et voilà. Donc c'est pour cela qu'il y a MonDB. À savoir que dans MonDB Week, il y a un petit morceau du mentalé qui permet de faire une action plutôt intéressante que fait Google en général. Quand vous allez sur Google, vous tapez des mots-clés, vous vous trompez dans une lettre, vous vous trompez dans un mot, dans l'ordre des mots, vous changez les mots, vous changez les lettres dans n'importe quel ordre.
Finalement, la machine vous fait les meilleures prédictions en fait, des recherches que vous pourriez avoir à faire. Voilà. Et ben, ce mécanisme existe dans MongoDB Week et grâce à un morceau du Mentalé que j'ai intégré dedans. Et donc, si par exemple vous avez une entreprise et vous avez 10 000 produits dans cette entreprise, eh bien, il est facile d'intégrer un moteur de recherche linguistique, on va dire. Donc, par exemple, je recherche des carreaux rouges, quel est le prix? C'est le genre d'action qui est possible de mettre en place dans votre entreprise. Voilà. Et en open source en plus. Donc, MongoDB, c'est 15 années de R&D. MongoDB pour Mentalist Database Engine. La version Week date de 2004, donc ça fait quelques années que je suis dessus. Et la version Strong, je travaille dessus depuis 2012. En fait, j'ai fait des recherches avant, mais j'ai commencé à coder en 2012. Donc, on va dire que la version Week, c'est pour faire de l'interopérabilité à grande échelle et un peu d'IA. C'est open source. Et la version Strong, c'est pour faire de l'IA forte, donc essayer de déclencher une machine qui pense de manière autonome. C'est pas simple. Si c'était simple, tout le monde aurait déjà fait. Mais c'est super intéressant et c'est passionnant. Là-dedans, on parle vraiment d'essayer de rendre la machine consciente des choses. Donc, à chaque instant, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a répondu, ce que vous avez dit, ce qu'elle a compris. Donc, c'est plein de choses qui permettent de tester la conscience et de gérer des émotions, de faire en sorte que la machine puisse rentrer dans des processus mentaux et s'auto-activer pour produire des suites d'actions mentales. Donc, ce système est en cours de développement. Donc, si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur cette partie, pour cet objectif numéro 2, je vous donne rendez-vous dimanche. Et voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Il est 12h51. Ah, super. Voilà. Très content. Si vous avez des questions, ben, écoutez, allez-y. Super, super. Moi, je te remercie déjà pour la présentation. C'était vraiment encore plus clair. J'espère que ça a passionné tous les participants parce que on s'est rencontrés, Jim, ça fait un petit peu plus d'un an. Il a commencé à me parler de ce fameux projet. J'ai appris pas mal de choses, beaucoup de choses avec lui, justement. Le côté vraiment du World Wide Data, ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc, il a parlé surtout, alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de partager au niveau des Smart Cities, hein, l'exemple que tu as partagé des Smart Cities. C'est vrai que même une Smart City, autant elle peut être intelligente et durable, si elle est toute seule dans son coin, bah, elle va pas durer non plus très, très longtemps. Donc, ce côté interopérable, en tout cas à travers la Smart City, c'est pareil, un enjeu vraiment incroyable pour connecter, en tout cas, bah, ce système de World Wide Data avec cette version MongoDB et justement il a le côté vraiment intelligent et smart des futurs Smart Cities. Donc très bon exemple. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'avais une question. En fait, je vous laisse poser vos questions en direct hein, si vous voulez, la caméra et la vidéo. Ouais, bah, allez-y. Ouais, en fait, il y a un langage à connaître pour la MQL ou il faut comprendre simplement la SQL en elle-même? Je ne veux pas décrocher le micro. Je sais pas si tu as entendu. Allô? 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 Olivier, tu nous entends? Oui, je vous entends, mais moi, vous m'entendez?